Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Bienvenue dans cette vidéo sur les bibliothèques essentielles pour l'analyse des données, pour la modélisation statistique et le machine learning. Donc, nous allons explorer les bibliothèques NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, CP et Scikit-learn. Et nous verrons donc quelques utilisations de chacune de ces librairies. C'est vrai, on a déjà utilisé pas mal de ces librairies dans les vidéos précédentes, mais nous allons les revoir. Donc, la première bibliothèque qui est essentielle pour la modélisation statistique, pour l'analyse des données, c'est la bibliothèque NumPy. NumPy, en fait, elle est utilisée pour la manipulation des matrices. Et comme exemple d'opération mathématique qu'on peut faire, on peut déjà commencer par l'importer. J'ai oublié. Et pour l'importer, on utilise le mot-clé import dans NumPy, dans import NumPy as NP. Et puis, tu comprimes le contrôle-entrée. Et puis, tu peux créer un arrêt. Et pour créer un arrêt, donc tu peux créer une matrice ou bien un arrêt. Utilisons directement utilisons directement son nom. Là, qu'est-ce qui me pose? Let's array, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, on va créer notre matrice au calme. Donc, pour le faire, c'est tout simplement np.array. np.array. Et puis, tu mets ce que tu veux. Donc, on va commencer par créer un arrêt simple. 1, 2, 3, 4. Et puis, on va le print et vous allez voir ce que ça ressort. Donc, print, là, c'est matrice simple. Là, c'est un vecteur, c'est une matrice, une ligne avec 4 colonnes. Donc, et on peut faire les opérations mathématiques sur ça, comme pour les listes. Donc, par exemple, faire la moyenne. Par exemple, on peut faire la moyenne en faisant tout simplement np.min. Donc, np.min mat. La moyenne, c'est 2,5. OK. On peut également calculer les cas types np.std, exactement comme vous voulez. Les cas types np.std. Et puis, on a les cas types là. Et puis, on peut créer une matrice de taille 4 x 4 ou bien, là, oui, il a proposé ça. 4 x 3, 1, 2, 3, 4, 8, 4 lignes et 3 colonnes. Et que voici. On peut également le créer d'une autre façon. On peut également recréer cette matrice d'une autre façon en utilisant, donc en générant tout d'abord les nombres. Donc, tu as tes nombres. Donc, tu peux avoir une liste de nombres que tu as. Exactement comme ça, oui. Donc, tu peux également créer, donc tu peux créer ta matrice en mettant pour chaque ligne, tu mets les valeurs associées. Là, c'est pour la ligne 1, pour l'observation, pour la ligne 2, pour la ligne 3, de cette façon. Ou bien tu peux les créer de cette façon, np.arrange. Donc, tu mets une liste, donc tu donnes, pour créer ta matrice, tu mets une liste et tu le mets au format 4x3, au format 3x4, comme tu veux. Et puis, tu as ça. Et puis, quand tu as une matrice avec un arrêt, tu peux faire les opérations sur les colonnes, sur les lignes également. Pour faire les opérations sur les colonnes, sur les lignes, tu vas tout simplement faire np.sum, np.min, np. Tout ce que tu veux, std. Donc, la somme sur les colonnes, tu fais np.sum, math. Tu mets axis égal à 0. np.sum, axis égale à 0. Axis égale à 0, en fait.
l'axis non-int. Axis égale à 0, c'est pour les colonnes. Axis égale à 1, c'est pour les lignes. Donc, quand tu affiches ici, là, la somme des colonnes, donc ça va faire la somme sur la première colonne, la somme sur la deuxième colonne et la somme sur la troisième colonne. Par contre, tu fais axis égale à 1, la somme sur les lignes. Tu peux également faire la somme sur les lignes. Également en faisant axis égale à 1. 6, 15, 24, tout simplement. Donc, on a fini avec la première bibliothèque essentielle à maîtriser, c'est NumPy pour la manipulation des matrices, des tableaux, c'est très utile. C'est utile en statistique, c'est utile en modélisation statistique, c'est surtout utile en machine learning et en deep learning. Et la deuxième bibliothèque qui est essentielle de maîtriser, c'est Pandas. Pandas, il est utilisé pour la manipulation des données tabulaires. Donc, Pandas, en fait, pour le faire, comme d'hab, on va commencer par importer notre librairie, import pandas as PD. Et puis, on peut créer un data frame. Pour créer un data frame, tu peux créer de deux façons. Bon, pour créer un data frame, tu peux le créer de deux façons. Nous, on va le créer en utilisant un dictionnaire. Donc, tu mets tes données, tu as tes données dans une forme de dictionnaire. Et puis, pour... Ok, qu'est-ce qu'il me propose là? Ah ouais, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Alice, Bob, Charlie, page... Ok, voyons voir ça. Mais bon, j'aurais pas besoin de la ville. Alice, Bob, Charlie. Non, j'aurais pas besoin de la ville. Donc, on va... Ok, ça a l'air pas mal. Par contre, je vais aussi ajouter... donc, tu le crées de cette façon, tout simplement. Je vais ajouter quelques valeurs pour avoir quelque chose de... On va ajouter également André. Et puis là, on va dire Alice, ça va à 18. Et André, on va mettre 32. Et puis, comme salaire de Alice, on va mettre, bon, c'est un étudiant, on va mettre 600. Bon, 6000, non, 7000. Puis que Alice vit dans la maison familiale, on va mettre 6000. Et puis, André, on va mettre 65 000. Et puis, tu affiches ton data frame. Donc, pour créer un data frame, c'est nom, tu mets le nom de ta colonne, les valeurs prises, l'âge, les valeurs prises, le salaire, les valeurs prises. Maintenant, tu dois te rassurer que les listes qui sont mises ici aient la même taille. Parce que ça n'a pas la même taille, alors ce sera une erreur. Donc là, c'est un data frame qui a été créé là. Tu peux également charger un fichier CSV. Pour charger un fichier CSV, ça se fait en utilisant cette syntaxe pd.read CSV, data CSV. Mais là, sur Google Colab, ce que tu fais, c'est que tu viens d'un fichier. Si tu as ton fichier que tu veux, tu peux venir là sur importer dans l'espace de stockage de la session. Tu cliques là et puis ça va t'envoyer dans ton ordinateur et puis tu vas sélectionner un fichier et tu vas ouvrir. Mais là, je vais pas ouvrir un fichier à partir de là, je vais utiliser ceux qui sont là. Donc voici déjà les fichiers là et on peut prendre un fichier. Pour prendre un fichier que tu vas charger, donc regarde là et tu copies le chemin d'accès en fait. Tu copies le chemin d'accès et puis tu charges ton fichier. Donc pour charger un fichier de type CSV, on va le mettre data. Data, c'était California, non? Data Californie. Bon, on va mettre data Californie égale à pd.read CSV. Il nous a directement proposé ça, mais vu que c'est pas directement à l'intérieur, du coup, ça va sortir l'erreur. Du coup, on va mettre le chemin d'accès là. Donc, je mets le chemin d'accès là. Par contre, tu vas effacer le premier ici parce que ce ne sera pas utile. Donc, si ton fichier se trouve directement là, tu n'as pas besoin de mettre simple data. Parce que lorsqu'on entre dans la partie là
dans cette partie, il y a config, il y a simple data. C'est dans simple data que se trouve California Housing Test.csv. Donc, c'est ça. Donc, tu charges ton fichier CSV là. Donc, quand tu utilises Panda, tu peux créer ton propre data frame ou bien charger un fichier CSV existant, un fichier Excel existant, un fichier texte existant, un fichier de tout type, et un fichier Parquet existant également. Et tu peux également sauvegarder au format Parquet avec pd.source.parquet et tu mets point. Quand tu sauvegardes, tu dois mettre l'extension de ce que tu utilises. Donc, si tu pd.source.parquet, tu dois mettre l'extension. Donc, le nom du fichier doit être au type .parquet, sinon ça va faire l'erreur. Donc, tu charges ton fichier et puis quand tu vas charger ton fichier, on verra à quoi ça ressemble. On va regarder la data California.head par exemple. Et .head, on aura ceci. Donc, voici ça. La longitude, la latitude, housing, media household. Donc là, c'est data California. Et avec un data frame, tu peux filtrer les données. Donc là, c'est PD data frame. Là, c'est Panda. Donc, on a chargé un fichier. On peut sélectionner les données. Pour sélectionner les données, tu peux sélectionner soit les données sous forme de colonne. Donc, sélection sous forme de colonne. Sélectionne les données. Là, on peut utiliser, on regarde quel. On utilise DF. On va d'abord commencer avec DF. Donc, on peut, là, DF, on peut sélectionner. Pour sélectionner les colonnes, on utilise un double crochet et tu mets la liste des colonnes que tu veux télécharger. Donc, là, on va regarder âge et salaire. Oh, c'est ça qui m'énerve lorsque je lui... Non. S. On peut regarder la âge et... Non. Donc, là, c'est sélectionné. Donc, pour sélectionner les données, pour sélectionner les colonnes, tu mets DF de entre côtes, tu mets les noms de tes colonnes. Là, c'est pour sélectionner les données, les colonnes. Et tu peux sélectionner également les lignes. Tu peux également sélectionner les lignes. Pour sélectionner les lignes, donc tu fais DF en utilisant peut-être un critère. Peut-être tu vas sélectionner ceux dont l'âge est supérieur à 30 ans, par exemple. Comme il propose, OK. Donc, tu mets DF, tu mets entre crochets et tu mets ton critère, le critère de ton choix. Si on met DF supérieur à 30 ans, tu vois, il nous propose les lignes dont l'âge est supérieur à 30 ans. Tu peux sélectionner en utilisant plusieurs critères que l'âge est supérieur à 30 ans et le salaire est supérieur à 70 000. Là, tu vas utiliser et là, tu vas mettre DF de salaire. On va mettre supérieur à 70 000. On va mettre supérieur ou égal, que ce soit pas un seul. Et puis voici, ça sélectionne. Donc tu peux les sélectionner en utilisant des critères comme tu veux. Pour sélectionner, tu mets DF et tu mets des critères que tu veux. Tu peux sélectionner les données. Tu peux également venir ici là également et tu sélectionnes. Tu sélectionnes uniquement population et median income, ainsi de suite. Et tu peux également filtrer, oui c'est ce qu'on faisait là. Donc filtrer, c'est sélectionner en fonction des lignes. Et la troisième bibliothèque que je trouve aussi assez essentielle à savoir, c'est la bibliothèque Matplotlib et Seaborns, parce qu'on va utiliser Matplotlib et Seaborns pour la visualisation. Par exemple, on peut faire l'histogramme avec Matplotlib. On peut faire un histogramme avec Matplotlib. Par exemple, on va tout simplement faire plt. Ok. plt. Avant ça, il faut importer. J'avais oublié. Donc, import matplotlib.pyplot as plt import Seaborn as SNS. Donc, on peut tracer tout simplement l'histogramme. Là, tu représentes. Bon, là, j'avais pas compilé, donc c'est pour ça que ça fait l'erreur. Donc, là maintenant, donc voici l'histogramme du nombre de chambres des maisons de Californie. Donc, tu peux également ajouter un titre plt.title. Ok.
Là, c'est pas l'effectif, c'est le total. Vu que c'est pas en termes d'effectif. X label, Y label pour le mettre, tout simplement. Et là, c'est l'effectif. Et tu peux le faire pour, on va regarder median income. Donc, Matplotlib, en fait, est si bon, c'est pour la visualisation. Tu peux également regarder les boxplots avec SNS. Donc, tu fais SNS.boxplot, data, tu mets ton data, X large moyen, Y, le nombre de chambres. Pourquoi il m'a proposé ça? Ça va ressembler à quoi cette visualisation? Je crois que là, c'est beaucoup mieux. Et puis, si on le fait avec notre data frame, celui-ci, on va regarder, bon, on va dans Seaborn Matplotlib pour la visualisation. Donc, c'était pas pour faire quelque chose de... Et puis, la quatrième bibliothèque qui est assez importante pour l'analyse de données, pour la modélisation statistique, c'est la bibliothèque CIPI. CIPI est utilisée en fait pour le calcul scientifique, la statistique inférentielle. Par exemple, on peut vouloir faire des inférences, d'assez inférentielles, c'est-à-dire on peut vouloir estimer l'estimation, les tests d'hypothèse. CIPI est très bon à ça. Et il y a beaucoup de tests qui sont déjà implémentés que tu appelles tout simplement et que tu les utilises. Par exemple, on peut vérifier le test de normalité de Shapiro-Wilk. Et pour ça, avant tout, on doit importer la librairie avec import cp. Bon, c'est from. Euh, la bibliothèque de CP qui est utilisée pour la stat inférentielle, en fait, c'est stat. Donc, from CP, on va importer stat. Et puis, tu peux faire le test de Shapiro-Wilk d'une variable qui est de l'autre côté. Et pour ça, ça se fait à... Tu vas écrire la stat de test. Tu as besoin de la p-valeur. Et puis, tu fais tout simplement stat.shapiro. Tu choisis la variable que tu auras choisie. Et puis, tu peux afficher la stat de test et la p-valeur. Et puis, c'est tout simplement ceci-là. Puis, tu peux le faire avec un round de ceci à 2 chiffres. Donc là, c'est la stat de test qui est à 0,8, c'était la p-valeur qui est à 0. Donc là, on rejette l'hypothèse de normalité de distribution. On peut également calculer le coefficient de corrélation de Pearson. Là, on va calculer en utilisant notre DF. Et pour calculer le coefficient de corrélation de Pearson, c'est exactement pareil. Tu peux tout simplement, on va utiliser quelque chose de simple, le coefficient de corrélation, la p-valeur. Et là, c'est bien stat.Pearson. Ok, on va voir ce qu'il nous propose. Oui, là, donc tu peux calculer le coefficient de corrélation de Pearson. Là, tu choisis la variable pour laquelle tu veux calculer et la variable que tu veux. Et puis, tu affiches. Là, c'est le coefficient de corrélation de Pearson qui est à 0,94. Donc, le nombre total de chambres avec le nombre total de maisons est corrélé. Et puis, la dernière bibliothèque qu'on va voir pour l'analyse des données, pour la modélisation statistique, c'est pour le machine learning, c'est scikit-learn. La bibliothèque scikit-learn est essentiellement utilisée pour le machine learning. Et avant tout, on l'importe en utilisant import
sklearn. Donc, on va importer sklearn. Soit on importe sklearn, mais là, je vais importer en fait plein de trucs qui sont utiles. Par exemple, je vais importer pour un modèle de régression linéaire, par exemple. On va dire from sklearn. Ok, oui, j'aurais besoin de toi. From S From sklearn pour model selection, import trend test split. Oui, j'avais besoin de ceci là. Linear regression, mean square error. Par contre, ceci, pas du tout. Puis il nous dit, il est peut-être soumis à ça. Donc, il faut utiliser ça un peu avec parcimonie. Non. Et puis, lorsqu'on utilise scikit-learn, on doit mettre les variables explicatives sous forme de matrice. Donc, x égale à, là, on va utiliser df. Là, on va sélectionner. Pour sélectionner plusieurs variables, on utilise double crochet. Donc, on va utiliser un seul. Donc, variable explicative, on va essayer d'expliquer le revenu en fonction de l'âge. Disons, X, on va essayer d'expliquer le revenu en fonction de l'âge. Non, il n'y avait pas revenu là-dedans. Il y avait quoi comme variable dans TF? Non, et AG salaire. OK. On va mettre c'est le salaire. X salaire. Donc là, on a X, c'est notre variable d'intérêt. La variable explicative et la variable d'intérêt, on va mettre Y égale à DF de H. Donc notre variable d'intérêt, c'est Y égale à DF de H. Et puis, on va séparer les données en données d'apprentissage et de validation. Pour séparer les données en données d'apprentissage et de validation, c'est tout simplement ça. Xtrain, xtest égale à train test split xy. Test size, on met à 0,2. OK. Random state, c'est pour que ça ne change pas d'une compilation à une autre pour fixer la graine. Test size, ça veut dire que 20% des données seront consacrées à l'échantillon de test et 80% pour l'échantillon d'apprentissage. Et là, on a ça. Et puis, on peut essayer de regarder xtrain.shape 4. OK. xtest.shape 2. OK. Et puis, on peut mettre en œuvre un modèle de régression linéaire. Pour mettre en œuvre un modèle de régression linéaire, c'est tout simplement, donc, on appelle la classe modèle regression, linear regression, donc modèle linear regression. Et puis, on fit le modèle, donc modèle.fit. On met xtrain. Donc là, on a besoin de xtrain et ytrain. OK, on a besoin de ça. Donc, on a notre modèle qui a été fit dans print. On dit print modèle, non, modèle.conf. OK. On peut ici également avoir quoi là? Donc, on peut avoir les coefficients du modèle, euh, l'intercept. L'intercept à 15. OK. Et puis, on peut également faire les prédictions sur échantillons de test et évaluer les performances du modèle. Et puis, je crois là, on peut avoir les performances sur échantillons de...
de validation, normalement. Là, ça s'obtient comment? 0,00. Bon, bref, on peut également faire des prédictions sur échantillons de test et calculer l'erreur quadratique moyenne. Ça se fait avec modèle.predict, xtest et l'erreur quadratique ici là à 14,77. Donc, pour terminer, on a 5 bibliothèques essentielles pour l'analyse de données, pour le machine learning, pour la modélisation statistique. La première bibliothèque qui est fréquemment utilisée, c'est NumPy. NumPy, lui, il est utilisé pour manipuler les matrices, c'est-à-dire les tableaux. On peut avoir les matrices de type une ligne, plusieurs colonnes, n ligne, bon, n ligne et p colonnes en fait, 4 lignes, 3 colonnes. On peut utiliser une matrice, on peut utiliser nos matrices, on manipule les matrices, on fait des sommes sur les lignes, sommes sur les colonnes, on peut faire toutes les opérations que vous connaissez sur avec les matrices, les produits matriciels et tout. Et puis, la deuxième bibliothèque qui est assez essentielle, à savoir, c'est Pandas. Pandas, lui, est utilisé pour la manipulation des données tabulaires. Tu peux créer toi-même ton propre data frame en utilisant un dictionnaire et puis en faisant un PD.data frame. Ou bien tu peux charger un fichier de format TXT, de format CSV, de format Excel. Et si tu veux le charger avec Google Colab, tu viens dans le fichier et tu importes tes fichiers. Donc, en utilisant là, tu importes dans l'espace de stockage et puis tu l'appelles en utilisant pd.read, Excel, CSV en fonction de ce que tu veux avec le nom là. Et puis, une autre bibliothèque qui est assez importante, c'est Matplotlib et Seaborn pour la visualisation. Donc, Matplotlib et Seaborn sont utilisés pour la visualisation. Et puis, on va conclure avec une dernière bibliothèque. Bon, les deux dernières bibliothèques, CP pour le calcul scientifique et l'inférence statistique et scikit-learn pour le machine learning. Donc, on a la première bibliothèque, NumPy, pour le calcul matriciel, pour la manipulation des matrices, la manipulation de tableaux. Panda pour les données tabulaires. Oui, Panda pour les données tabulaires, Matplotlib et Seaborn pour la visualisation, CP pour le calcul statistique, pour les statistiques inférentielles avec son package, son module stats, et puis scikit-learn pour le machine learning. On a la machine, les modèles de machine learning. Et puis, tu peux également utiliser PyTorch ou TensorFlow si tu fais du deep learning. Et puis aussi, il y a StatsModel, si tu veux faire un modèle pour la modélisation statistique. StatsModel aussi est aussi beaucoup utilisé pour la modélisation statistique. Et puis, si tu es beaucoup plus habitué à travailler sous R et que tu commences en Python, au lieu d'utiliser sklearn, je te propose d'utiliser StatsModel. Les sorties d'un modèle, des modèles avec StatsModel sont exactement comme avec ce qu'on a avec R. Donc, merci pour votre